En 1997, Starship Troopers, blockbuster à 100 millions de dollars produit par Sony et Disney, sort sur les écrans du monde entier et peine à rencontrer le succès. Incomprise, conspuée, cette satire antimilitariste signée Paul Verhoeven est rapidement considérée comme une propagande pro-militariste. Résultat, elle fait un flop au box-office. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en tant que studio responsable? On laisse s'endormir une franchise potentielle? Oh que non, on produit un direct vidéo fauché, voilà ce qu'on fait. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, c'est Starship Troopers 2. Or donc, suite au malheureux 121 millions de dollars rapportés par Starship Troopers, Sony prend l'étonnante décision de produire un deuxième volet. Bon, ça s'est pas fait en 2 jours non plus, hein, ils ont officialisé ça fin 2002. Le temps de digérer l'échec du film précédent, quoi. L'idée vient en réalité du producteur John Davison, qui avait de nouveau bien envie de réunir sa Dream Team. En 2002, il décida donc d'aller pitcher son idée à Sony Home Video, et contre toute attente, le studio accepta immédiatement. Ah oui, beaucoup plus simple que pour le premier, dis donc. Et c'est ainsi que l'équipe originale est à nouveau réunie. Le producteur John Davison, le scénariste Ed Neumeyer et le spécialiste des effets visuels Phil Tippett. Le grand absent étant bien évidemment le réalisateur Paul Verhoeven, qui avait pris la décision de s'éloigner d'Hollywood et qui aurait de toute façon probablement refusé de signer une suite bas de gamme à son Starship Troopers. Parce que oui, ce sera une suite bas de gamme. Chez Sony, on est ok pour faire une suite, mais les 100 millions de dollars, on oublie ça très vite. 5 millions de dollars. Voilà l'enveloppe que Sony consent à allouer à cette suite. Autant dire que la production allait devoir faire gaffe au moindre centime dépensé. Un peu comme moi quand je pars à l'étranger. Sauf que moi j'ai une arme secrète, Revolut. Retrait, paiement, conversion de devises, 0 prise de tête. Mais attendez, le mieux, c'est que Revolut vous offre 20 € à l'inscription avec mon lien. Et ça s'arrête pas là. L'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 5000 €. De quoi tourner le prochain Starship Troopers. Avec Revolut, tu peux faire tes paiements et retraits sans frais additionnels dans plus de 30 devises à des taux ultra compétitifs. Et même pas besoin d'échanger tes euros à l'avance. Imaginons que je parte aux United States of America. Il me suffit d'un simple clic dans l'application pour convertir mes euros. Rien de plus simple, c'est hyper fluide. Et hop, plus qu'à trouver une bande de retrait pour avoir droit aux magnifiques dollars. Revolut, c'est une application bancaire gratuite utilisée par plus de 50 millions de personnes qui permet d'ouvrir un compte en moins de 5 minutes. Mais Revolut, c'est pas juste une application bancaire basique, c'est un vrai arsenal. Paiement instantané entre amis, carte virtuelle éphémère pour vos achats en ligne, cette carte s'autodétruira, non? Et au choix, une carte bancaire gratuite ou métal personnalisé si vous aimez les trucs stylés. Bref, Revolut, c'est l'appli ultra pratique qui fait du bien à votre porte-monnaie. C'est pas pour rien qu'elle a été élue banque la moins chère par les jeunes. Alors rendez-vous service en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le QR code pour la télécharger gratuitement. Pour succéder à Verhoeven, la prod ne fait pas appel à n'importe qui, puisque c'est Phil Tippett lui-même qui va mettre en scène le film. Vétéran du premier volet, il avait supervisé les séquences à effets visuels impliquant les parasites, et Verhoeven le considérait même comme le co-réalisateur du film. Le candidat parfait pour lui succéder. Starship Troopers 2 sera donc le premier long métrage sur lequel Tippett officiera en tant que réalisateur. Mais une question se pose, à quoi va bien pouvoir ressembler cette suite? Le studio veut un film de guerre, ce à quoi Tippett répond non. Le premier opus était un film de guerre et il avait coûté 100 millions. Comment parvenir à capturer les mêmes séquences à grande échelle avec un fragment de ce budget? C'était impossible et Tippett le savait. Il propose donc au studio de partir dans une autre direction qui serait plus en phase avec le budget dont il dispose, à savoir un film d'horreur en huis clos dans une sorte de maison hantée. Si le premier Starship Troopers était Aliens de James Cameron, cette suite devrait être dans la lignée d'Alien de Ridley Scott. Le studio valide la proposition et Ed Neumeyer se lance dans l'écriture en tenant compte des contraintes budgétaires. Pas trop de décors, pas trop d'arachnides, pas trop de grands spectacles. Forcément, vu qu'il n'y a pas trop d'argent. Pour assurer une certaine continuité avec le premier film, il est envisagé pendant un temps que le personnage principal du film soit nul autre que Zim, le sergent instructeur incarné par Clancy Brown. Mais l'acteur n'étant pas disponible, l'idée est finalement abandonnée. Pour autant, on y trouvera bien un acteur de l'opus original, en la présence de Brenda Strong, l'interprète du capitaine Deladier dans le premier film. Et elle était pas morte, elle? Ouais, elle a l'air bien morte quand même. Mais ça n'empêche pas l'actrice de faire son retour pour incarner cette fois-ci le sergent Reich. Parce que pourquoi pas? Étant donné que 5 millions de dollars c'est vraiment pas beaucoup pour un film de science-fiction horrifique, Tippett fait son possible pour économiser le moindre centime, notamment en réutilisant les armures et armes du film original. Ouais, mais en fait non. Parce que Sony a très envie que Starship Troopers 2 soit tourné avec ses nouvelles caméras numériques maison. Et autant les armures passaient très bien au format pellicule, autant au format numérique, elles émettent un effet de scintillement qui passe absolument pas à l'image. Et du coup, ça fait des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues à l'origine pour concevoir de nouveaux costumes. Concernant les effets visuels, c'est bien évidemment l'équipe de Tippett Studio qui sera chargée de donner vie aux créatures. Au programme, 2 nouveaux parasites dont le design est à nouveau signé Craig Hayes, assurant ainsi une cohérence visuelle avec ceux du film original. Et si Tippett envisageait à l'origine de cumuler les casquettes de réalisateur et superviseur VFX, il se rend rapidement compte que c'est un peu trop ambitieux. Il charge donc Eric Leven, nouveau venu chez Tippett Studio fraîchement débarqué de chez Weta, d'hériter de cette tâche. Le tournage de seulement 28 jours démarre en mai 2003 à Los Angeles. Huis clos oblige, le film sera tourné quasi intégralement en studio. Et comme Tippett c'est pas le genre à se laisser porter par les événements, il a passé plusieurs mois à storyboarder le film en amont et à bâtir des maquettes des décors pour prévisualiser au mieux sa mise en scène. Résultat, il entame le tournage en étant parfaitement préparé. Il est comme ça, Phil, c'est un winner. Sauf que
que ça suffit pas. Dès la fin de la première semaine de tournage, l'équipe accuse 3 jours de retard. Le studio et les compagnies d'assurance, furieux, menacent alors Tippett de le virer du projet pour le remplacer par Davison ou Newmeyer. Mais Tippett s'accroche, et il finit par trouver une solution en arrachant une dizaine de pages du script, seul moyen pour l'équipe de tenir les délais. C'est donc une course contre la montre quotidienne pour l'équipe qui fait de son mieux pour mettre en boîte ce film dans les temps. Et pour ce qui est du travail avec les fameuses caméras numériques de Sony, le rendu visuel ne convient pas à Tippett. Trop lisse, trop parfait. Ce n'est pas ce qu'on veut dans un film d'horreur. Pour pallier à ça, le directeur de la photo Christian Sebald s'emploie ainsi à concevoir un style visuel particulièrement sombre. Il utilisera également beaucoup d'effets de fumée pour ajouter du relief à l'image. Bon, de toute façon, ils avaient pas un gros budget éclairage, c'est même pour cette raison qu'ils ont décidé que le film se passerait sur une planète sans soleil. Épuisé et constamment sous pression, Tippett profite cependant d'une petite parenthèse de bonheur lorsque Ray Harryhausen, la légende du stop motion, son modèle, rend une petite visite à l'équipe sur le plateau. Une surprise concoctée par John Davison, qui savait à quel point Tippett était triste de ne pouvoir être présent à l'inauguration de l'étoile de son mentor sur le Hollywood Walk of Fame à cause de ses engagements sur le film. Oh, ils sont trop mignons. Le tournage s'achève le 20 juin 2003 et le film entame une post-production de 5 mois chez Tippett Studio avec une équipe réduite. Petit budget oblige. Le travail terminé, Starship Troopers 2 aura les honneurs d'une diffusion télé aux USA sur la chaîne Encore Action en avril 2004 avant de débarquer en DVD en France en juin de la même année. Et comme pour son grand frère, la critique ne fut pas tendre avec lui. Sauf que cette fois, à la limite, bon, je peux le comprendre, la qualité n'étant pas franchement au rendez-vous. Et comme j'aime bien partager, je vous propose qu'on le mate ensemble. Ou comme ça démarre mal. Après cet inutile rappel de l'épisode précédent, Starship Troopers 2 suit les traces de son modèle en s'appliquant à nous présenter un nouveau spot de propagande. Rejoignez-nous, tas de flemmards, et vous deviendrez éternels. Ouh, mais comme ça démarre putain de mal. Et allez, ça enchaîne sur des stock shots du premier. Bon, on en a parlé, mais là vous pouvez le constater, Starship Troopers 2, il est fauché. Tellement fauché que même son spot de propagande y tient pas la route. Aucune animation, des titres tout figés, des ralentis tout moches, c'est mou comme pas possible, et on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Et donc suite à cette introduction prometteuse, voilà qu'on est enfin plongé au cœur de l'action, avec une escouade de soldats encerclés par les arachnides qui attendent désespérément une navette de sauvetage. Et si on sent là aussi que les moyens sont limités, il faut reconnaître que le rendu des arachnides est franchement pas dégueu. C'est même impressionnant à quel point ça se tient vu le budget ric-rac auquel ils ont eu droit. De leur côté, les soldats sont en bien mauvaise posture. Et le général Shepard a beau utiliser des arguments imparables, j'exige le rapatriement! Lui et son escouade sont laissés à leur triste sort. Et après que le lieutenant Deal, l'extra-lucide de la bande, ait été pris d'une vision pas super top délire, Ils vont tous nous anéantir. Shepard ordonne au groupe de se replier dans un avant-poste. Et de son côté, il restera en arrière avec quelques hommes pour faire diversion. Ça, c'est un héros de la Fédération. Du coup, le groupe, mené par le lieutenant Deal et le sergent Rek, coucou de Ladier, fait un tout droit vers l'avant-poste sans croiser aucun arachnide, curieusement. C'est surtout la tempête qui fait des dégâts en éliminant quelques figurants. Mais les arachnides finissent par revenir, parce que bon, c'est quand même Starship Troopers, merde. Les soldats amènent ensuite le blessé dans l'avant-poste, qui a l'air d'avoir très mal. Attention, laissez-les passer. Ça va, vous y êtes presque. Eh mais t'en ferais pas un peu des caisses, toi? Et pendant que Machin continue d'hurler à la mort, Reste allongé. Il faut que tu te détends. le lieutenant Deal est soudainement pris d'une crise d'autorité. Vous allez rétablir le courant immédiatement. Contentez-vous d'obéir. Et c'est alors que Petite Nature décède. Ah, il va enfin arrêter de gueuler. Les personnages peuvent donc profiter du calme pour inspecter les lieux et constatent bien vite que la radio est HS et qu'il n'y a pas âme qui vive sur place. Peut-être que si en fait. Rek, Deal et Sahara, oui c'est son nom, arrivent alors devant l'incinérateur d'où proviennent les coups. À l'intérieur, un survivant. Pourquoi vous êtes encore là, soldat? Sans doute parce que personne n'a allumé le feu. Notre survivant, qui aurait pu être Zim, c'est donc le capitaine Dax, héros de guerre décoré qui a fini par être condamné à mort pour avoir tué un colonel. Il avait un Morita et un flingue. Moi, je l'ai tué à main nue. Waouh, qu'est-ce qu'il a l'air intense celui-là. C'est un fou dangereux. On le laisse dans sa cage. Rappelez-vous, lieutenant. Le des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. Ouais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le courant a été rétabli. La mauvaise, c'est que les arachnides approchent dangereusement de l'avant-poste. S'ensuit donc une bataille qui est effectivement très loin des séquences à grand spectacle orchestrées par Verhoeven dans le précédent. Non seulement on n'y voit pas grand-chose, mais en plus tout est désespérément statique et ennuyeux. Mais bon, on va pas leur jeter la pierre, hein. Ils ont fait comme ils ont pu, les pauvres. Et pendant que les soldats tirent sur les arachnides, Sahara part retrouver Dax pour lui demander sa main. Donnez-moi votre main. Il semblerait que Sahara ait également des dons de médium. Alors elle avait juste très envie de lui tenir la main. Mais là ça devient chelou. De leur côté, les soldats sont pas franchement dans une bonne situation. Et qui c'est qui débarque pour sauver tout ce beau monde? Dax. Dax. Motherfucking Dax. Qu'est-ce que vous foutez dehors, espèce d'enfoiré? Non mais sans déconner, Jean-Jérôme, est-ce que le capitaine Dax a l'air d'être là pour rigoler? Alors que tout espoir semblait perdu, notre héros de guerre demande à ses camarades de tenir le coup, car leur salut est proche. Des bombes incendiaires, il s'est pas foutu de leur gueule le Dax. Suite à quoi, il décide de prendre les choses en main, ce qui plaît pas beaucoup à Rake. Nom de Dieu, pour qui vous vous prenez? Pour le type qui est en train de sauver vos fesses. Tu l'as pas volé celle-là. Ah oui. Alors ils sont pas tous morts?
Ils sont jamais tous morts. Accompagné de Sahara et du jeune Billy, Dax donne l'ordre à ce dernier de remettre en marche un pylône électrique. Où est ton couteau? Je sais pas, j'ai dû le perdre. Un soldat qui perdait son couteau dans mon unité était attaché et fouetté devant tout le monde. Oh mais qu'est-ce qu'il est intense! Et c'est alors qu'on détecte du mouvement à proximité. Mais pas de panique, il s'agit du général Shepard accompagné de 3 soldats. J'espère que Goldie s'en est sorti et qu'il est avec lui. Il a été super gentil avec moi le jour de mon arrivée. C'est le genre de petits détails qui comptent. Mais tout le monde s'en fout, Billy. Bon, par contre, ils ont des arachnides au cul. Et ça, c'est pas très agréable. Mais Billy parvient à réactiver le dispositif à temps, ce qui sauve les survivants en grillant sur place l'arachnide farouche. Suite à ces aventures trépidantes, Shepard retrouve ses soldats et l'ambiance devient plus légère. Sauf du côté de Dax, parce que la légèreté, Dax, il a pas le temps pour ça. Les soldats ont besoin d'un couteau, les officiers eux ne sont là que pour vous faire tuer. Méfie-toi des officiers, fiston. C'est leur job de t'envoyer au casse-pipe. Et sinon, t'as des hobbies? Les Lego? Et suite à cet instant de bonheur et d'insouciance, Shepard rend hommage aux disparus. Du pur jus de soldat comme on n'en fait plus. Et puis il présente les 3 nouveaux venus. Le caporal Griff, sorte de Bradley Cooper Wish, et l'ingénieur Peck qui lui ont sauvé la vie. Dernier et pas des moindres, le soldat Soda qui a passé son temps à pioncer pendant que tout le monde était dans la merde. Tout le monde a besoin de dormir tôt ou tard. Oui, c'est pas faux. Son histoire, c'est que suite au massacre de son unité, il a passé un mois entier tout seul sur la planète. C'est long, un mois. Ok, donc vous avez tous décidé de parler pour rien dire, super. Et Peck est ensuite chargé de réparer la radio histoire qu'il puisse enfin évacuer les lieux. Sauf qu'il nous fait un regard suspect. Ouh, il est sacrément suspect ce regard suspect, j'ai des suspicions maintenant. Mais le lieutenant Dill est trop occupé à suspecter Sahara pour s'en rendre compte. Pourquoi donc a-t-elle libéré Dax? De quel droit a-t-elle fait ça? Pourquoi qu'elle a pas écouté les ordres de Dill alors que Shepard il avait bien dit que c'était lui le chef? C'était de l'intuition. Dill comprend alors que Sahara est médium, mais une médium qui est pas en totale maîtrise étant donné que ses visions ont perdu en clarté à la puberté. Typiquement féminin. Et vous, c'est pour quand, lieutenant? Pardon? La puberté. Dax s'emploie alors à remettre ce qui reste de Dill en place. Sauf pour la dignité du coup qui est parti par là. Et il nous en apprend un peu plus sur son histoire. Je fais partie de ceux qui ont entraîné toute une génération à aller se faire déchiqueter. La Fédération les a réduits en miettes et les a oubliés aussi vite. N'empêche, ça aurait été assez dingue de voir Zim tenir un discours comme ça. Sacrée évolution le gars. Bref, Dax il aime pas la Fédération, il est dégoûté par la guerre, et en gros bah il en a plus rien à foutre. Je veillerai à ce qu'on vous pende. Du moment que c'est une corde réglementaire... Du côté du reste des soldats, il se passe pas grand chose. Ça fouille dans les cuisines, ça dragouille entre Bobby et Sandy, et ça se réveille enfin du côté du soldat Soda. Prêt à reprendre du service? Et comment? Ouais, va falloir t'arrêter avec cette manie dégueulasse par contre, c'est toi qui nettoies? Ouh, encore des regards suspects, quelque chose est définitivement en train de se tramer. Mais pas le temps de s'en préoccuper parce que le courant est coupé, ce qui signifie que la clôture qui empêche les arachnides de les attaquer ne fonctionne plus. Et c'est même pas un coup des suspects, c'est juste Jean-Régis qui a refermé la grande porte sur les câbles électriques. Quel con ce Jean-Régis. Tout le monde se prépare alors au combat, sauf Dill qui semble soudainement pris de vision. Comme par hasard, quand il faut aller se battre, le mec a des visions. Mais tout rentre étonnamment vite dans l'ordre, puisque Peck parvient à rétablir le courant avant que les arachnides ne passent à l'attaque. C'est un peu de la... bidouille. Le suspect est en train de se les mettre dans la poche, vous laissez pas embobiner les gars. C'est du super boulot que vous avez fait, merci. T'es un tueur, Peck. Non, j'ai dit vous laissez pas embobiner. Ah et puis merde. Le général Shepard, c'est pas le mauvais bougre. Du coup, comme il a bien compris que le capitaine Dax est pas là pour foutre la merde, il lui rend son grade jusqu'à ce qu'il soit jugé par la Fédération. Et pendu, parce qu'il reconnaît lui-même qu'il est coupable. J'ai tué le colonel Holbach. Quelque temps plus tard, le soldat Soda vient lui faire la conversation. Ah ben, elle va pas être déçue. Comment ça se fait que vous dormez pas à l'intérieur comme tout le monde? Parce que c'est de l'extérieur que vient le danger. Et puis Soda décide de jouer les tentatrices en lui faisant du rentre-dedans. Et Dax décide donc de passer à l'action. À terre et vous me faites 100 pompes. Tel est prêt qui croyait prendre la peau de l'ours. Un peu plus tard, Soda décide de remettre ça, mais en s'attaquant à des cibles un peu plus faciles. Et cette fois, c'est un succès, puisque Bobby mord immédiatement à l'hameçon. Monsieur sirote un soda? Sauf que ça a pas l'air hyper agréable. Ah ouais, en temps normal, c'est pas censé faire cet effet-là, hein. Et quand la pauvre Sandy voit son copain Bobby fricoter avec Soda, bah forcément elle est pas ravie et part pleurer dans son coin. Mais c'est alors que Bradley la rejoint et profite de ce moment de faiblesse pour lui faire le même coup que Soda. Bon, sauf que lui, il s'est pas mis à poil. Le gars est un peu plus subtil que ça. Quelques heures plus tard, c'est devenu muy caliente au sein de l'avant-poste. Comment vous voulez gagner une guerre si tout le monde baise au lieu de se battre? Bonjour, capitaine. Parce que vous croyez qu'il est bon. Oh là là, il est tellement intense. Les deux personnages échangent alors un peu sur leur passé, et Dax finit par se confier sur les raisons qui l'ont poussé à tuer le fameux colonel Holbach. Ces ordres stupides ont coûté la vie à des gamins. Pendant ce temps, Jean-Marc est réquisitionné par Peck pour l'aider à réparer la radio. Demande-moi ce que tu veux, parce que pour moi, t'es impec. Il va te rouler une pelle, tu l'auras pas vu venir celle-là. Tu veux que je m'allonge par terre?
et que je passe derrière la console. Ça sent le piège, quelque chose est en train de se tramer. Du coup Jean-Marc s'exécute et oh quelle surprise, il se fait piéger. Il faut pas faire tout bruit. Et il aura beau se démener en lui arrachant les doigts et le bras, Peck parvient à lui transmettre un parasite dégueulasse par la bouche. Pas si impec le Peck. Après quoi, Bradley annonce la bonne nouvelle, la radio est de nouveau opérationnelle. Ce n'est pas un rapport que j'écris, mais plutôt votre potence que je construis, Dax. Je savais pas que vous étiez charpentier. que vous me Faites recevez attention à fabriquer des croix, vous risquez un jour de les porter. Ouais, rira bien qu'elle rira le dernier. L'équipe parvient donc à appeler les secours pour exiger l'envoi d'une navette d'évacuation. Et le lendemain, Sahara se réveille après avoir fait un rêve chelou à base d'arachnides, de sang, de son ex-mort et d'échographie. Un rêve prémonitoire qui peut être interprété de la façon suivante. Ça pue grave, ils vont tous crever et elle est enceinte. Ah, c'est ma théorie, hein. Au moment du repas, elle est assaillie par une autre vision à base d'arachnides lorsqu'elle touche la main de Bradley. Elle fait alors part de ses suspicions à Rake. Eh bah c'est pas trop tôt, enfin quelqu'un qui suspecte les suspects. Mais Rake, disons que ça lui passe au-dessus. C'est un coup classique chez les femmes enceintes. Tout à coup, elles ont l'impression de tout savoir sur tout. Et pour ce qui est de vos dons de clairvoyance, vous pourrez repasser. De son côté, Bradley part voir son copain Peck, qui ressemble plus à rien le pauvre. Une sorte de Gollum qui se serait bouffé des radiations. Ma chaussure. Laisse tomber. Et le duo passe à l'attaque. Salut les gars. Là-dessus, Bradley arrache la tête de Peck et en sort un putain de parasite dégueulasse qu'il balance dans le dortoir, laissant Billy et Jean-Régis à la merci des bestioles. Pendant ce temps, Sahara fonce faire part de ses suspicions au capitaine Dax, qui rejoint alors la team des suspicieux. Et le duo décide ensuite d'en parler à Dill pour lui faire comprendre que quelque chose est en train de se tramer. Et si le Dill est d'abord perplexe, il change d'attitude quand Sahara lui parle de sa grossesse. Nous avons mené des études à ce sujet. Elles ont établi que la grossesse avait pour effet de développer considérablement les capacités médiumniques. Dill rejoint donc à son tour la team des suspicieux et leur fait alors part des visions dont il est assailli depuis qu'ils sont arrivés à l'avant-poste. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sale pressentiment. Quelque chose est en train de se tramer. Du coup, il fait la paix avec Dax, il félicite Sahara et il part avertir Shepard. Une belle rédemption pour le Dill. Ouais, il va mourir. Dans la cabine du général, il trouve Soda qui a sorti sa tenue préférée et qui, accessoirement, a du sang plein la gueule. Eh bah si ça c'est pas suspect. Il découvre donc qu'elle s'est attaquée à Shepard et que les suspects portent en eux un parasite. Et alors qu'il croit naïvement les avoir tous coincés, il s'avère que non et qu'il se fait avoir comme un bleu par Billy qui utilise la fameuse technique du « y en a un derrière moi, c'est ça ?» Imparable. Suite à ces terribles événements, on continue sur la même dynamique de merde, parce que le meurtre de Dill est bien évidemment mis sur le dos de Dax. Et pendant que le capitaine est emmené dans une cellule, Sahara est prise pour cible par Billy. Par chance, elle parvient à s'enfuir parce que Billy, il est pas bien dégourdi. Vous essayez de faire un enfant à cette porte, soldat? C'est Sahara, elle veut pas du parasite, mais il faut que je le lui donne. Je crois que vous êtes en train de disjoncter. Sans blague. Le groupe s'attaque alors à Rake et réussit à l'infecter. Et comme ils sont sur une belle lancée, Soda part se charger de Dax. Chouette, ça va lui faire un petit compagnon de cellule. Ne reste donc plus qu'à se charger de Sahara, la dernière encore debout. Sauf que non. Plot twist. Rake étant une pure badass, elle est parvenue à garder le contrôle en se shootant à l'adrénaline. Elle s'attaque ensuite à Bobby, dont elle ne fait qu'une bouchée. Elle le poignarde, elle lui coupe les doigts, elle lui tranche la tête, et ensuite elle fout sa tête et le parasite dans le micro-ondes. Au grand mot, les grands moyens. Et de son côté, Sahara parvient à se débarrasser de Billy, grandement aidé par son pouvoir de personnage principal. Et alors que Dax est en bien mauvaise posture face au parasite, Rake débarque pour le sauver. Mais il a même pas le temps de dire merci que... Sans moi! Après quoi, Sahara le rejoint et elle utilise ses pouvoirs de médium sur le parasite pour comprendre leur objectif, qui est d'utiliser le général Shepard pour infecter les dirigeants de la Fédération. Il faut tuer le général. Voilà, faisons comme ça. Et une fois face au général, on a droit à un méchant discours de méchant très méchant. Le règne des parasites a commencé. Sahara part alors à sa poursuite pendant que Dax fait face à Jean-Marc, Jean-Régis et Bradley Wish. Bon, pour Jean-Marc et Jean-Régis, c'est plutôt easy étant donné que l'infection les a apparemment rendus encore plus débiles qu'avant. Et concernant Bradley, il va simplement retourner son allié arachnide contre lui. Un malin et demi. De son côté, Sahara retrouve Shepard au sommet de la tour, sur le point d'être prise d'assaut par les arachnides. Et c'est alors que la navette d'évacuation débarque. Si Shepard monte dedans, c'en est fini de l'humanité. Mais le capitaine Dax ne laissera pas une telle ignominie se produire. Hé, général! Tiens, l'humanité dans ta gueule, sale parasite! Shepard est donc hors course et Sahara est récupérée saine et sauve par la navette. Mais Dax se sachant condamné, il choisit de rester sur place pour mourir tel un putain de badass. Dax, plus qu'un soldat, bien plus qu'un homme. Un héros de la Fédération. Quelques mois plus tard, on retrouve Sahara avec son nouveau-né devant un bâtiment de la Fédération où un chargé de recrutement s'emploie à faire son travail. Dépêche-toi de pousser. Prenez de la viande fraîche pour le front. Et sur le bâtiment, une immense bâche où Dax appelle à l'engagement des jeunes. Et c'est ainsi que se termine Starship Troopers 2. Alors comment dire? C'est pas très bien.
Le principal problème du film, c'est évidemment son budget dérisoire. Avec 5 millions de dollars, Tippett et son équipe pouvaient pas faire de miracle. Et le résultat a donc quasiment tout de la suite bas de gamme fauché. Je dis quasiment tout parce que les effets visuels, ils sont top. Starship Troopers 2 prend donc la forme d'un So The Thing où les personnages deviennent eux-mêmes des monstres. Le problème, c'est que le film y va tellement avec de gros sabots qu'on ne ressent jamais ni angoisse ni paranoïa. C'est cousu de fil blanc, les personnages sont tous plus clichés les uns que les autres, et il n'y a donc aucune surprise sur le déroulé des événements. Parmi les rares bonnes idées du film, le parcours du personnage de Dax et surtout sa conclusion. Le fait qu'il finisse érigé en véritable symbole d'un système qu'il détestait pour inciter les jeunes à s'engager dans l'infanterie, l'ironie est plutôt mordante et bien pensée. Mais pour ce qui est du reste, cette suite se prend beaucoup trop au sérieux. Le premier film, malgré des thématiques graves, n'oubliait jamais d'être fun, et il le faisait de plein de façons différentes, que ce soit via ses scènes d'action spectaculaires ou son aspect très caricatural de la Fédération. Mais Starship Troopers 2 oublie de ridiculiser ce qu'il dénonce. L'aspect satirique est donc aux abonnés absents pour partir sur un pamphlet anti-guerre beaucoup trop premier degré. On a beau adorer Phil Tippett, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Parce que ça pouvait pas fonctionner en fait. Pour faire un bon film, il faut un minimum de conditions réunies. Et là, clairement, c'était pas le cas. Starship Troopers 2 est donc un mauvais film. Mais est-ce que Starship Troopers 3 est parvenu à relever le niveau? Peut-être, peut-être pas. Tout dépend. Voulez-vous en savoir plus? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!